Bon, bah écoutez, merci de cette invitation. Avec un an de retard, je vais donc vous présenter finalement un petit peu un autre ouvrage que ce que j'avais normalement prévu avec Muriel Rochu pour l'année précédente. Je venais de sortir un ouvrage sur un petit que sais-je sur l'histoire mondiale des féminismes. Et puis, entre-temps, est parue une histoire des féminismes en France avec deux de mes collègues. Donc, je vais partager mon écran pour vous mettre le PowerPoint. Voilà, donc partager l'écran pour pouvoir vous montrer un peu les images. Donc, il s'agit de cet ouvrage. Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, que j'ai donc publié avec Bibia Pavard et Michel Zancarini. Et je voulais vous donner juste quelques éléments, disons, des points forts du parti pris de cet ouvrage. D'abord, c'est un ouvrage que nous avons conçu et écrit à 6 mains, quoi, à trois. Et à partir d'un séminaire que nous faisions ensemble, d'abord à trois, puis ensuite à deux, depuis 2013, à l'École des hautes études, où nous avions au niveau master et début de doctorat des étudiantes et des étudiants avec qui nous avons aussi pas mal échangé et qui nous ont aussi poussé à, disons, à mettre l'accent sur des points forts, donc de socio-histoire. Alors dans le titre, il n'y a pas socio-histoire parce que c'est pas très, voilà, pas forcément très parlant, mais qu'est-ce que c'est la sociologie historique ou la socio-histoire? C'est partir de grandes questions du présent, mais pas du tout forcément pour plaquer évidemment les valeurs du présent sur le passé, mais plutôt faire la généalogie de ces grandes questions. Donc, on a voulu finalement reprendre une synthèse et à la fois, donc, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux depuis la dernière synthèse qui date des années 70. Donc, c'était une façon de faire connaître aussi les travaux de nos jeunes collègues. Et puis d'insister, parce que ce livre est déjà assez copieux, il a plus de 500 pages, mais il est évidemment pas exhaustif. Donc, on a mis l'accent sur ce qui nous paraissait répondre quand même aux questions d'aujourd'hui, qui sont féminisme et politique. Donc, reprendre un peu cette grande question du politique en mettant donc davantage l'accent sur l'histoire des mobilisations collectives plus que l'histoire des idées ou l'histoire d'un individu ou l'histoire culturelle, ce qui serait aussi un très bon axe de recherche. Donc là, c'est plus un livre politique avec évidemment voilà, la question des liens complexes entre les différentes forces politiques et celles du ou des féminismes. Ensuite, on a choisi le pluriel de féminisme pour insister sur la diversité et nous avons choisi une définition assez large des mobilisations féministes pour y mettre, puisque c'est toujours un mouvement en forme un peu de nébuleuse, donc il y a toujours des frontières qui sont assez poreuses avec d'autres types de mobilisations, donc je vous donnerai quelques exemples. Et puis nous avons pris la question hautement contestée aujourd'hui, donc peut-être on reviendra dessus dans la discussion, d'intersectionnalité. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, tout simplement, l'enchevêtrement de différentes formes de domination pour essayer de montrer comment ces mouvements, à différents moments de l'histoire, se sont nourris, quelquefois opposés, mais aussi nourris les uns les autres. Et c'était comment l'histoire des féminismes participe de cette histoire, en fait, de l'intersectionnalité et que ce concept même nous permet, nous stimule, nous incite pardon, si vous voulez, à revisiter le féminisme à travers cette question. Quels étaient les liens, par exemple, avec l'anti-esclavagisme, avec la lutte pour l'émancipation des peuples ou du prolétariat, puis la colonisation, la décolonisation. Aujourd'hui, ce serait davantage les liens, par exemple, autour de la question des migrants ou de la précarité. Donc, c'était cet accent-là qui nous semblait vraiment intéressant à revisiter.
Et puis, bien sûr, la question du genre, puisque nous étions toutes les trois spécialistes d'histoire des femmes et du genre. Donc, qu'est-ce que c'était le genre? C'est la construction sociale de la différence des sexes. Donc, on considère qu'elle n'est pas donnée d'emblée, mais qu'elle est à chaque fois le produit de différents rapports sociaux et qui changent selon l'époque. Et on a essayé de montrer à chaque moment si vous voulez, la force, on peut dire, subversive des féminismes autour de cette question de genre. Déjà, les féminismes, même sous la Révolution française, finalement, insistent sur le fait que ce n'est pas la nature en elle-même, mais c'est le manque d'éducation, l'ignorance dans laquelle on laisse les femmes ou la frivolité dans laquelle on les maintient, qui crée cette condition inférieure et non pas une infériorité intrinsèque. Donc, et puis, bien sûr, question aussi des rapports hommes-femmes, de la sexualité, des rapports conjugaux, du mariage, qui sont fondamentaux aussi dans ces analyses de l'oppression des femmes. Donc, le choix de 1789 à nos jours, alors 1789 parce que ça nous semblait une date, si vous voulez, un élément clé, une date clé, de fondement autour du droit et de la politique et d'un état de droit et d'une notion de l'égalité qui appartient davantage à notre histoire politique contemporaine que quand c'est utilisé rétroactivement, c'est davantage l'égalité de nature ou d'autres façons de poser la question de l'égalité. Parce qu'il peut y avoir une histoire qui monte encore plus en amont, hein, mais qui n'était moins de notre ressort. Et puis, ça nous semblait une date originelle, vraiment fondamentale. Et alors, nous n'avons pas utilisé le terme de vague parce que justement, nous nous situons dans la longue durée et que ce terme de vague ne nous semblait pas suffisamment pertinent pour rendre compte d'une dynamique historique qui nous tenait vraiment à cœur de montrer et de faire comprendre. Donc, on a pris plutôt, si vous voulez, des grandes scansions politiques de l'histoire de France, ce que j'avais déjà fait dans l'histoire mondiale en prenant vraiment des grandes scansions historiques si vous voulez, des grands moments de rupture ou de refondation. Donc, une chronologie assez classique, mais qui nous a semblé aussi très pédagogique, très parlante pour mieux faire comprendre ces féminismes. Parce que quand on a pris cette option de socio-histoire, c'était à la fois pour tout simplement livrer des connaissances historiques à tout un chacun, c'était aussi pour nuancer, si vous voulez, des propos militants, dont notre objet n'est pas du tout de montrer qu'ils sont faux, mais simplement il y a un usage de l'histoire, d'une instrumentalisation de l'histoire par le militantisme qui souvent donne des fausses idées historiques. Et ça, quand on est avec les étudiants, c'est quelque chose qu'on rectifie souvent. Et donc, ça nous a paru très important de replacer à chaque fois dans des contextes très précis. Parce que finalement, on retrouve les mêmes mots, liberté, égalité, oppression, mais ils ne veulent pas dire la même chose selon les époques. Et la définition du féminisme, donc le mot n'apparaît qu'en 1872, en plus de façon négative, pour décrire des hommes, c'est intéressant d'ailleurs, des hommes qui seraient trop efféminés. On reprend, c'est Alexandre Dumas fils qui reprend ce vocabulaire dépréciatif. C'est un vocabulaire médical, mais lui, il le prend pour décrire, on dirait, des femmelettes, voilà, pour décrire des hommes qui prennent position pour l'égalité des sexes. Et ensuite, ce terme va être réutilisé par une militante, Hubertine Auclair, qui va l'utiliser positivement pour décrire son propre combat. Et ce mot va vraiment faire fleuresse puisqu'il va être adopté à partir du terme français dans pratiquement toutes les langues, beaucoup plus récemment, par exemple, en arabe, où il rentrait dans la langue, bien que sa signification puisse varier selon les moments. Donc, notre propos, c'était de montrer à chaque fois ce que signifiaient les mots et les notions employés par ces militantes et ces militants, et surtout, première chose, contre qui, à qui ils répondent, contre qui ils se battent, quelles sont les idées reçues, les modes d'oppression, les lois qui oppriment les femmes contre lesquelles ils se battent. Et du coup, les termes, forcément, ont des significations différentes. Donc, voilà, donc on a pris ces 4 parties avec le risque
d'aller jusqu'au très contemporain. Donc, nous sommes aussi, nous sommes toutes les trois, nous avons déjà écrit sur des périodes du temps présent très, très près. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu un autre mode d'écriture avec un peu moins de portraits, un peu moins de recul, du coup, plus d'événements, peut-être quelque chose de plus descriptif, mais qui nous semblait intéressant à mettre dans le pot commun. Et par ailleurs, ce livre, c'est aussi une rencontre avec un éditeur très connu, les éditions de la Découverte, et avec la nouvelle directrice de cette maison d'édition qui s'appelle Stéphanie Chevrier, qui voulait un peu un livre fort pour marquer aussi son entrée dans cette grande maison, ancienne maison Maspero, maison, disons, voilà, historiquement très forte dans la pensée politique de gauche. Et donc, elle voulait marquer aussi quelque chose autour du féminisme qui redevient évidemment au devant de la scène avec MeToo notamment. Et elle avait contesté Michel Zancarini-Fournel qui, elle, avait fait une très belle histoire populaire de la France à la Découverte. Et Michel Zancarini a dit, ben voilà, nous avons déjà ce projet d'ouvrage depuis longtemps, depuis 2013, on fait ce séminaire avec l'idée qu'on en ferait un ouvrage à la fois un peu comme un manuel et à la fois comme un livre grand public et qui nous tenait, enfin qui était pas encore rédigé, mais pour lequel on avait déjà beaucoup de choses. Donc une belle aventure pour nous, vraiment dans des conditions d'affinité et d'accueil dans cette maison d'édition vraiment très, très importante. Alors on a commencé 1789, pour quelques grandes figures, dont Olympe de Gouges, mais ça est aussi Condorcet, qui sont pour donc Olympe de Gouges parce qu'elle rédige cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc vraiment un moment très fondateur d'une pensée de l'égalité. Elle pense aussi tout à fait l'égalité dans le mariage avec le droit au divorce et elle demande un espèce de contrat, hein, que le mariage devienne un contrat civil, ce qui va l'être d'ailleurs en 1792, qu'on puisse rompre. Et elle a toute une pensée, disons, de droit civil et droit politique. On retient surtout son... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait sur le décalque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça souligne donc les manques, si vous voulez, de la Déclaration des droits de l'homme par rapport aux droits des femmes, notamment donc, dans le mariage, et bien sûr les droits politiques, le droit à la citoyenneté. Mais autre caractéristique qui nous a semblé vraiment intéressante à mettre en valeur, qui est aussi bien celle de Condorcet que celle d'Olympe de Gouges, c'est qu'ils sont tous les deux membres de la Société des Habits des Noirs et que l'élaboration de leur pensée des sexes se forge à travers leur prise de conscience préalable de la lutte contre la traite des Noirs et contre l'esclavagisme, avec toute cette pensée philosophique des Lumières qui permet de penser les droits naturels des humains en tant qu'appartenant à la même humanité, donc qu'ils soient noirs ou femmes. Mais c'était quand même exceptionnel d'aller, si vous voulez, de faire ce passage. Il y avait plus de partisans de l'égalité des Blancs et des Noirs que de partisans de l'égalité des hommes et des femmes. Donc, ils sont aussi très minoritaires. Et autre particularité de Condorcet, c'est qu'il imagine un système d'éducation mixte, avec y compris des femmes professeurs pouvant enseigner dans une classe mixte, avec donc voilà quelque chose de très innovant, de très parlant. Et puis on a voulu, ce n'est pas que nous, hein, bien sûr, tout ça c'est aussi une synthèse de travaux de gens extrêmement connus et formidables qui ont nourri bien sûr notre propos. Mais par contre, ce qui nous appartient, c'est d'avoir un récit homogène, si vous voulez, sur le fil de la plume. Et on a voulu donc mettre à la fois cette grande figure d'Olympe de Gouges ou de Condorcet, avec aussi ces femmes populaires qui prennent la rue, dont on s'est demandé si elles étaient vraiment féministes ou pas. Et nous avons résolu la question en montrant d'abord qu'elles ont des revendications très spécifiques de femmes sur leur droit au travail, et puis, tout simplement, leur droit d'être reconnus comme des citoyennes, on s'appelait citoyens, citoyennes hein, dans le monde de la Révolution, mais d'être reconnus comme des citoyennes à part entière, dirions-nous dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, avec le droit de porter les armes, le droit de porter la cocarde, il y a des éléments qui leur sont propres, mais simplement de vouloir
appartenir au club mixte, et il y en a peu, ou d'avoir le droit de fonder leur propre club, ce qui va bientôt leur être interdit, était déjà un acte, si vous voulez, politique de s'affirmer dans la cité et qui nous semblait devoir être rallié, relié à l'histoire des féminismes. Mais c'est une histoire souvent dans ces premiers moments, parce que ce lien avec les forces révolutionnaires ne se passe pas. Et au contraire, on aboutit assez vite à l'interdiction des clubs de femmes. Donc il y a vraiment élimination des femmes de la vie politique et de l'espace public politique. Alors évidemment, on peut affiner et dire que ce qui était ciblé, ce n'est pas seulement les femmes, c'était aussi le mouvement populaire, mais c'est aussi une décision des révolutionnaires les plus radicaux que d'éliminer les femmes de leur champ politique et de leurs revendications d'égalité, en considérant qu'une société, le bon ordre d'une société même nouvelle et égalitaire, exige le partage des tâches, et que l'assignation des femmes, c'est d'être dans la vie domestique, et qu'il n'est pas question de partager le pouvoir avec elle. Et on va jusqu'en 1795, où là, la Convention interdit donc d'entrer dans les tribunes, d'assister aux assemblées politiques et de s'attrouper à plus de 5 dans la rue. Donc voilà, un outil pour empêcher les rassemblements, mais un outil aussi pour empêcher les femmes de participer politiquement. Alors donc cette première partie, c'est sur ces moments révolutionnaires. Donc l'autre moment fort, c'est 1830, moins d'ailleurs lié à la révolution elle-même de 1830 que lié au mouvement des Saint-Simoniens, qui ont toute une théorie de l'émancipation des femmes et qui veulent changer la société à travers le changement des relations hommes-femmes, et un petit groupe autour, notamment d'Enfantin, qui, dans ce projet, si vous voulez, alors, le terme de socialisme utopique, il a été forgé après, hein, dans le marxisme, plutôt pour dénigrer ces mouvements dans le sens utopique, quelque chose qui ne pourra jamais advenir. Donc voilà, il faut savoir que c'est un terme un peu à la fois bien commode, parce qu'on les a, voilà, on nous a enseigné que c'était ça. En même temps, on peut dire qu'ils ont vraiment essayé dans des communautés où les fourriéristes, vraiment dans des phalanstères, de mettre en pratique ces choix. Donc c'est le choix, c'est des mouvements qui sont traumatisés par la terreur, traumatisés par l'échec de la révolution et bien sûr la violence de la contre-révolution, mais qui essayent de trouver d'autres solutions pour changer la société pacifiquement, avec un rapprochement des classes. Mais bien sûr, c'est ce qui leur sera reproché. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue féministe, c'est qu'ils pensent vraiment que la vie privée, et notamment les relations, y compris sexuelles, peuvent changer la société. Donc c'est les modes de travail, c'est le partage des tâches, c'est le travail ménager partagé. Alors, tout ça, c'est un peu théorique. Donc, en fait, les Saint-Simoniennes, dont quelques-unes se distinguent, et notamment ont cette particularité d'être des femmes prolétaires, des ouvrières, qui tiennent bien la plume, puisqu'elles vont s'exprimer dans leur propre journal. Donc, elles ne pas non plus représentatives des ouvrières les plus opprimées de l'époque, mais néanmoins, elles sont couturières, ouvrières et très peu, évidemment, argentées. Et elles vont elles vont répondre à cet appel, hein, il faut que les femmes parlent, il faut que les femmes adviennent à elles-mêmes. Elles vont prendre à la lettre, mais en prenant leur propre journal et en disant que finalement, cette émancipation, ce sera la leur. Et c'est de là que vient aussi le titre du livre, parce que ne nous libérez pas, on s'en charge, ça renvoie à deux choses. C'était cette nécessité et ce désir d'autonomie des femmes dans une lutte politique pour pouvoir défendre leurs propres droits et aussi les questions qui les concernent très directement et qui n'étaient pas prises en compte. Et puis, ça concerne aussi à l'intérieur de cette nébuleuse assez, comme je l'ai dit, assez vaste et complexe et souvent très, très pluraliste, en tout cas très plurielle, c'est aussi des conflits à l'intérieur même des féminismes où ne nous libérez pas, on s'en charge, ça peut être aussi une voix singulière à l'intérieur de cette nébuleuse
nébuleuse qui demande son autonomie. Là, en l'occurrence, c'est plutôt ces femmes saint-simoniennes, donc qui fondent un journal qui change vite de titre et qui va donner la parole à plusieurs femmes au départ. Mais c'est l'idée que puisque le peuple réclame sa liberté et le prolétariat réclame son affranchissement, eh bien nous les femmes, nous devons aussi nous lever pour demander notre liberté et notre affranchissement. Et le sous-titre suivant, d'ailleurs, ce sera l'affranchissement des femmes est absolument indispensable pour l'affranchissement du prolétariat. Donc une espèce de renversement des priorités. Donc liberté, égalité, hein, ce sont les deux grands mots-clés de toute la période, où là, on voit bien libre et égale chance de développement pour nos facultés. Là, on voit bien l'importance de l'éducation, l'accès à l'éducation, puisque les réformes ou la mise en place d'une école ne concernent, disons, très majoritairement que les garçons, et sinon c'est à l'église qu'on confie les filles ou simplement on ne les met pas à l'école. Et l'idée de devoir s'unir, c'est pour ça que c'est le début d'un mouvement collectif. Et là, on voit l'appel disons, à des femmes du peuple comme des femmes privilégiées, avec cette idée aussi que dans cette religion saint-simonienne, religion au sens très large voilà, on pourrait trouver une façon de transformer la société. Et puis, cette deuxième citation, où on voit qui illustre ce que je disais précédemment, les femmes seules diront quelle liberté elles veulent. Et là, c'est une réponse aux Saint-Simoniens qui donc ont érigé cette religion dont ils sont les papes, hein, Enfantin et le pape, et qui veulent finalement instrumentaliser la libération des femmes au profit de leur propre pouvoir et propose une religion où il y aura un Dieu père et mère, et finalement on ne trouve jamais la mère, voilà, ou un clergé, il y aura un père et une mère, il n'y a jamais de mère. Et donc, voilà, elle s'émancipe petit à petit de cette trame, tout en restant pour certaines saint-simoniennes, beaucoup passent au fourriérisme. Et puis, voilà, elles disent assez longtemps, les hommes nous ont conseillé, dirigé, dominé, à nous maintenant de marcher dans la route du progrès sans tutelle. On soulignera le mot progrès, hein, on est vraiment, voilà, ce début du 19e siècle. À nous de travailler à notre liberté par nous-mêmes, sans le secours de nos maîtres. Donc, c'est un moment très particulier et très riche, cette presse qui d'ailleurs maintenant est en accès libre sur Gallica, ce qui est quand même un grand changement pour pouvoir accéder à leur propre parole. C'est très émouvant aussi parce que ce saint-simonisme provoque une parole libre et notamment sur la question de l'amour libre et de la sexualité. Et contrairement disons, en plus, si vous voulez, de ce moment romantique, on valorise le mariage, disons, par affinité, non pas le mariage d'argent. Elle parle vraiment du désir féminin, ce qui est quand même très, très rare. Et c'est parce qu'il y a ce type de parole de l'intime lié à cet environnement religieux qu'on a ces témoignages, et c'est tout à fait des expériences, si vous voulez, on y reviendra, c'est tout à fait passionnant et très émouvant. Et puis, des revendications aussi tout à fait globales, comme on trouve dans tous les moments des féminismes, c'est-à-dire la réforme du Code civil de 1804 qui fait des femmes mariées des mineurs comme les enfants, les délinquants. Et donc ça, c'est tout le 19e siècle et jusque dans les années 70, 1970, où on va, par exemple, voilà, où il y a la loi sur la parentalité, l'autorité partagée, c'est encore une réforme du Code civil. Et puis, l'éducation, la lutte pour qu'il y ait une éducation publique, qui n'était pas toujours gratuite, mais publique, voilà, fait par l'État, avec même une idée d'éducation sportive. Elle réclame la formation professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des métiers en étant formé. La revalorisation des salaires féminins, dont on sait qu'ils étaient extrêmement miséreux, encore plus que ceux des ouvriers qui étaient déjà extrêmement mal payés et travaillaient sans relâche. L'ouverture de toutes les carrières, ça aussi, c'est une revendication qu'on trouve absolument partout. Et puis, intéressant aussi, c'est que cette question de l'activité et du travail ménager est assez centrale aussi dans la réflexion sur leur oppression. Donc, et puis, c'est aussi une idée saint-simonienne, hein, l'industrie
l'industrie, ça veut dire le développement économique. Donc, voilà, elle parle d'émancipation sociale. On voit que le modèle fourriériste aussi est important. Et sur l'amour libre, qu'on leur a tant reproché, hein, les saint-simoniennes passent pour vraiment des dévergondées. En fait, on s'aperçoit qu'elles sont assez peu nombreuses à y avoir finalement en avoir fait l'expérience, souvent avec des fins assez malheureuses. Pauline Roland se retrouve avec 3 enfants de 3 pères différents et comme elle a déclaré qu'elle assumerait tout, elle se retrouve dans une pauvreté aussi extrême avec très peu de solidarité du mouvement saint-simonien à son égard. Bon, ça a provoqué des déchirements absolument terribles. Et puis, il y en a d'autres, dont Suzanne Volquin, qui en même temps accepte que son mari parte avec une femme beaucoup plus jeune aux États-Unis, disons une séparation pleinement consentie des deux côtés, et qui dit, mais cette option d'amour libre, ce sera pour l'avenir, parce que pour l'instant, nous sommes beaucoup trop vulnérables. Et puis, évidemment, les grossesses et l'importance des filles mères et la honte sur les filles. L'autre moment très fort, c'est 1848. Alors, c'est très amusant parce qu'on retrouve les mêmes, beaucoup, de celles qu'on a étudiées en 1830. On les retrouve en 1848, donc la Deuxième République, qui instaure le suffrage universel masculin. On dit aujourd'hui masculin, à l'époque, on ne disait pas comme ça, et qui ouvre des ateliers nationaux et imagine une constitution où on garantit le droit au travail. Donc, qu'est-ce que réclament les féministes à ce moment-là? Elles fondent là aussi leur propre club, leur propre journal, surtout un qui s'appelle La Voix des femmes, et elles réclament d'avoir des ateliers nationaux pour les femmes. Elles l'obtiennent, mais c'est aussi l'échec des ateliers nationaux pour les hommes et pour les femmes évidemment qu'elles prennent de plein fouet. Et puis elles vont réclamer le droit de vote, puisque c'est le moment où elles se rallient à l'idée de république, ce qui n'était pas le cas en 1830. Elles se rallient, disons, à ce fonctionnement démocratique, donc elles vont vouloir y prendre part et penser aussi qu'il faut que la société bénéficie des compétences des femmes. Et alors là aussi, on a repris, enfin on a été attentive à donc Jeanne de Rouen, très belle figure de 1848, qui va aller jusqu'à se présenter évidemment illégalement comme candidate et donc je vous ai mis l'affiche là de sa campagne électorale où elle dit donc elle veut une assemblée législative. Elle dit une assemblée législative composée d'hommes est aussi incompétente à faire des lois qui régissent une société composée d'hommes et de femmes. Que le serait une assemblée entièrement composée de privilégiés pour discuter des intérêts des travailleurs ou une assemblée de capitalistes, j'ai oublié le S, je crois, pour soutenir l'honneur du pays. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans son affiche, écrit en tout petit là. Et parmi les extraits de son texte, elle demande l'abolition complète de tous les privilèges de sexe, de race, de naissance, de caste, de fortune. Et là, c'est intéressant d'abord sur l'usage du mot race, parce qu'on le retrouve tout à fait au XVIIIe siècle et dans ce que je vous ai dit sur la lutte contre la traite. Et puis, voilà, et d'ailleurs, ça reprend une formule de Condorcet, voilà, abolir les privilèges de sexe, de race, de naissance, de caste et de fortune. Donc, il y a vraiment une pensée déjà intersectionnelle, si vous voulez, si on veut voilà, essayer de travailler historiquement ce concept qui semble, disons, intéressant, qui nous a permis, en tout cas nous, si vous voulez, mettre en valeur ce que nous avions sans doute lu et vu, mais qu'on n'avait pas pensé mettre davantage en lumière autour de cette originalité de la pensée féministe. Alors là, anti-féministe, parce qu'il faudrait à chaque fois montrer les limites et voilà l'obstruction. Je crois que c'est un peu dans le titre de votre cycle. La résistance des sociétés, elle est absolument voilà, terrible. Elle est terrible contre Jeanne de Rouen, Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, grand penseur notamment de la Révolution, disons, de la transformation sous forme aussi coopérative et grand penseur contre l'oppression du prolétariat, mais qui, malheureusement pour nous, était d'une misogynie absolument effroyable, comme on le découvre dans ses livres posthumes, avec une sorte de haine de la sexualité disons, hétérosexuelle, et une haine des femmes et une haine du corps des femmes. Et alors, il s'en prend très, très vertement à Jeanne de Rouen, qui ose organiser des banquets, comme le font les hommes politiques, qui ose donc se présenter aux élections, et qui va subir déjà
la caricature et le dénigrement. Donc c'est toujours, voilà, on les caricature en disant ce que nous demandons, que le jupon soit remplacé par la culotte. Donc c'est toujours les femmes portent la culotte. C'est toujours que la proposition égalitaire est interprétée comme une proposition de prise de pouvoir, comme un coup d'État des femmes qui deviendront évidemment les castratrices universelles et qui empêcheront les maris qui seront obligés de garder les enfants pendant qu'elles vont à leur grand congrès voilà, politique. Et l'autre grande reproche, c'est qu'il n'existerait que ce que souhaitent les féministes, c'est qu'il n'existerait plus de distinction entre hommes et femmes, et que donc leur projet est d'aller contre la nature, ce qui évidemment est beaucoup plus complexe. Et puis la majorité des féministes jusqu'à, disons, un moment très présent, très proche, n'ont pas du tout cette volonté d'éliminer les différences. Elles s'appuient même souvent sur ces différences pour pouvoir, enfin ce qu'elles supposent être ces différences, pour pouvoir argumenter en disant, alors elles ne pensent pas forcément que ce sont des différences de nature par rapport à leur capacité, mais plutôt des différences de fonction et de culture voilà, maternelle. Donc c'est quelque chose qui leur est constamment reproché. Là, on y a insisté, mais c'est pour toutes les époques. Et 1848 se termine très mal à nouveau pour les femmes, puisque c'est à nouveau le refus déjà de l'égalité des droits, et puis l'interdiction des femmes d'être membres d'un club, et même d'assister à un club. Donc le club qu'elles avaient fondé est fermé. Et puis ça va être aussi répression de la presse, mais ça c'est pas seulement sur elle, et ça va être l'interdiction pour les femmes de pétitionner, alors que c'était un des grands, disons, vecteurs d'expression politique. Puis bon, ça se finira très mal pour tout le monde, pour tout le mouvement populaire, avec le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et beaucoup de ces féministes devront partir en exil, en déportation, et ce moment du Second Empire, avant les années, disons, de libéralisation du Second Empire en 1868, seront des années où ne s'exprimeront que des théoriciennes ou des romancières. Donc ces moments de reflux qui sont liés à des répressions politiques ne sont pas des moments où il ne se passe rien, mais c'est des moments où la mobilisation collective, masculine ou féminine, ou féministe ou socialiste, n'est pas possible. Alors, avec ce moment, on a quand même accordé un moment particulier à la Commune de Paris. Là aussi, se posait la question de comment justifier de mettre des mouvements de femmes qui s'engagent en politique à l'intérieur d'un récit d'histoire des féminismes. Alors, il y avait plusieurs pistes pour pouvoir justifier ce. D'abord, c'est la même justification que pour la Révolution française. Ces femmes participent et demandent à être reconnues à part entière comme participant à un moment révolutionnaire qui est la Commune. Alors, il y a eu d'autres communes. On commence d'ailleurs par celle de la Commune qui a duré juste 2 jours en Martinique. Et nous avons essayé, dans cette perspective intersectionnelle, de toujours remettre l'actualité aussi historique de ces féminismes en décentrant un peu notre récit. Mais néanmoins, sur ces différentes, il y a aussi la commune lyonnaise, enfin, bon, il y a plusieurs communes. Enfin, les communes, et en tout cas celle de Paris, qui est la plus longue et qui est une expérience révolutionnaire un peu exceptionnelle, les femmes prennent parti pour la commune, enfin, quelques femmes prennent parti pour la commune, et ont des revendications spécifiques sur leurs droits, sur l'école, mais avec peu, évidemment, ça dure très peu de temps, avec peu de possibilités de mise en place. Et puis, plusieurs des leaders, on retrouve un peu la même chose qu'en 1848, plusieurs de ces leaders étaient engagés dans un mouvement féministe en 1868 qu'on connaît moins. Elles ont signé un manifeste pour la revendication des droits civils. Elles ont été derrière André Léo, qui serait une des grandes figures de la Commune, qui a repris 2 noms masculins, c'est son pseudonyme de romancière, mais
c'est une femme, et qui voulait fonder une école pour, voilà, comme acte de mise en pratique de son féminisme. Donc voilà, c'est des questions qui nous ont traversées. Puis ensuite, on passe à la Troisième République. Donc là, je vais aller assez vite, même si c'est une histoire vraiment très, très riche, parce que là, à partir, il y a un moment, disons, à partir des années 1880, se met vraiment en place un mouvement de longue durée qui aura des effets. Il y a certaines associations nées par exemple en 1882 qui ont existé jusqu'en 1970 ou 72 et qui, voilà, là on est vraiment dans une longue durée que permet tout simplement la démocratie, la liberté d'expression, de réunion, un contexte qui permet à l'association de vivre. Donc deux grandes figures qui ont attiré l'attention, Hubertine Auclair qui est une des pionnières du suffragisme, Madeleine Pelletier qui est tout à fait singulière, elle ne représente pas du tout un courant, mais une femme assez intrigante, qui est une des premières femmes aliénistes qui obtient grâce aux féministes le droit de passer le concours d'aliénisme qui au départ était réservé aux hommes, et qui va inventer cette expression de sexe psychologique, et qui va donc à la fois percevoir que la façon dont on éduque les petites filles les conduisent à souvent ne pas se révolter, ne pas avoir confiance en elles, se réfugier dans une féminité qui les met tout à disposition d'être des futures femmes objets destinées à plaire, ce que était l'idéal de Rousseau. Vous êtes destiné à plaire, hein, pour Émile. Donc, elle prône une masculinisation. Alors, bien sûr, ça paraît un peu, disons, quelquefois à la serpe, la façon dont elle propose cela, mais elle a cette intuition assez géniale de montrer que ce sexe psychologique, c'est-à-dire cette prédisposition, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des droits, on pose vraiment la question du genre. Et non seulement pour prouver que les sociétés ont fabriqué l'inégalité, mais aussi pour se demander mais comment, dans les comportements humains, et en particulier celui des femmes, on pourrait faire qu'elles soient plus conscientes, plus prêtes à défendre leur autonomie, leurs droits et s'émanciper d'une certaine façon, même déjà dans un cadre d'inégalité. Et puis, évidemment, réclamer leurs droits. On est toujours avec ce code civil extrêmement répressif contre les femmes et les femmes mariées en particulier. Et la revendication du droit de vote va s'imposer un peu comme la revendication majeure. Et là, on a mis disons, en parallèle, une figure d'ouvrière, parce qu'on dit toujours, à ce moment-là, on est avec voilà, un féminisme socialiste qui s'installe internationalement, qui développe cette idée de féminisme bourgeois et qui donc dénigre le féminisme en général comme un concurrent, parce que c'est un mouvement qui veut s'organiser de façon autonome, bien qu'il y ait aussi des féministes socialistes ou des socialistes féministes, mais qui ont bien du mal à trouver l'articulation entre les deux. Jeanne Bouvier, c'est une figure très, très émouvante et attachante, qui a écrit ses mémoires, qui est une ouvrière textile, qui va devenir féministe et s'engager dans la bataille syndicaliste tout au long de sa vie. Et puis de l'autre côté, Cécile Brunschvig, une grande bourgeoise mariée avec ce philosophe Léon Brunschvig, donc c'est vraiment le radicalisme, un progressisme républicain d'avant 14 et dans toute l'entre-deux-guerres, et qui va présider cette Union française pour le suffrage des femmes, qui devient une association assez puissante, qui elle-même est une section d'un mouvement international, ce qui permet de souligner la dimension internationale très forte aussi, comme stimulant, comme cadrage aussi des revendications, et qui aura un féminisme plus modéré par rapport à des féministes radicales comme Madeleine Pelletier ou Hubertine Auclair, et un féminisme qui prépare finalement les femmes à être des futures citoyenne ou même responsable politique. Et d'ailleurs, Cécile Brunschvig sera une des 3 secrétaires d'État qui auront le titre de ministre, qui seront nommés par Léon Blum au moment du Front populaire, qui ne réussit pas malgré un vote quasi unanime de l'Assemblée nationale. Mais à ce moment-là, la Troisième République qui donne énormément de pouvoir au Sénat. Et le Sénat
est hostile au vote des femmes et jusqu'au bout refusera le vote des femmes qui finalement ne sera élu, ne sera décidé que dans la petite assemblée provisoire clandestine à Alger, voilà, qui est, disons, une assemblée de résistants et qui là va préparer l'avenir en décrétant par ordonnance le vote des femmes le 21 avril 1944. Mais toute l'entre-deux-guerres, ce mouvement pourtant vraiment important, souvent très méconnu, mais qui occupe la rue, avec ses suffragettes, avec voilà, une belle histoire qu'on pourrait tout à fait raconter sans problème aux petites classes, eh bien, c'est quand même toujours un peu la fin de non-recevoir, notamment avec cette constitution de la Troisième République qui donne un droit de veto au Sénat. Alors, ce que nous avons voulu aussi, toujours dans ces marges de cette dynamique féministe, c'est de mettre aussi en valeur ces femmes noires, pionnières de la négritude, et qui inventent cette idée de conscience de race. Et c'est, alors voilà, ça fait plusieurs aussi années que des collègues comme Pape Diane, cet historien, ont mis en avant l'importance de l'histoire des Noirs en France, qui est très, très méconnue. Et là, nous avions une façon de pouvoir l'intégrer à ce récit qui nous semblait, d'histoire des féministes, qui nous semblait important d'élargir, d'inclure davantage à des... aussi parce que ces figures sont beaucoup convoquées par les féministes noires aujourd'hui. Et donc, nous leur avons consacré un chapitre en montrant que donc à chaque fois, elles ont cette idée de conscience de race, mais aussi qu'elles mettent en avant leurs conditions de femmes et leur spécificité de femmes dans ce mouvement, en disant ben, nous avons inventé, finalement, nous étions des pionnières de la pensée de la négritude, mais l'histoire nous a totalement effacés au profit de Senghor, Césaire, qui sont de très grandes figures, mais voilà, qui ont totalement effacé là d'où venait aussi cette pensée. Et peut-être que c'est justement leur condition de femmes, d'étudiantes, c'est plutôt des femmes de classe privilégiée, mais l'étudiante noire à la Sorbonne dans les années 30, elle prend conscience à la fois de sa couleur et du racisme, mais aussi de sa condition de femme noire. Et l'idée d'intersectionnalité, c'est que de toute façon, on ne peut pas diviser d'un côté femme, de l'autre noire. Elle est une étudiante noire. Donc, elle parle et elle réfléchissent aussi à cette question. Alors, toujours pour avancer chronologiquement, un événement tout à fait fondateur dans l'histoire des féminismes du XXe siècle, c'est le deuxième sexe, dont on oublie souvent qu'il a été publié en 1949, donc vraiment très tôt, et qui est une sorte de révolution de la pensée de l'aliénation des femmes et une déconstruction des codes aliénants de la féminité. Donc un magnifique ouvrage dans lequel on puise et on repuise, disons historiquement, c'est très très intéressant de voir comment en 1949 on pouvait penser cette aliénation. Et ce que nous avons essayé aussi de mettre en valeur, c'est l'influence, bien sûr, de la pensée philosophique existentialiste dont Simone de Beauvoir est pleinement actrice et philosophe, bien que encore peu reconnue comme vraie philosophe, mais ça vient. Et la pensée aussi de la condition juive, de cette déconstruction de l'antisémitisme par Jean-Paul Sartre en 1946, et dont, si vous voulez, elle va reprendre un peu cette même démonstration à propos des femmes sur tout ce qu'on dit des femmes. Les femmes ne sont pas ce qu'on dit d'elles, et c'est tout ce qu'on dit d'elles qui forge leur soi-disant identité. Et autre influence qui est très importante et dont elle parle tout le temps dans ses ouvrages, aussi dans le deuxième sexe, c'est Richard Wright, qui est ce grand romancier et penseur noir afro-américain, et dont elle dit qu'elle a puisé énormément, et elle a fait un voyage aux États-Unis en 1948, et elle s'inspire énormément de la pensée antiraciste, si vous voulez, pour faire toute cette démonstration magistrale contre le sexisme. Alors, voilà, on a voulu aussi faire attention à ce qui se passait en France métropole, mais aussi dans l'Empire, et bien sûr la guerre d'Algérie. Et là, le lien avec Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir est tout à fait, voilà, permet d'avoir, si vous voulez, un récit qui s'enchaîne avec cette affaire Jamila Boupacha dont on a reparlé
et où on voit apparaître donc Gisèle Halimi, qui sera donc une grande figure féministe dans la période suivante. Et puis on voit aussi Simone de Beauvoir qui soutient Jamila, qui sera donc condamnée à mort et puis finalement amnistiée au moment de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, donc l'importance aussi des années 60, 1960, comme une sorte de laboratoire où se commence à entrer en fermentation aussi avec des pensées de gauche et une certaine, disons, voilà, effervescence, mais aussi une gauche qui n'arrive pas à prendre les droits des femmes en charge et qui finalement aussi génère la nécessité d'une autonomie et de mouvements, y compris en 68, la nécessité d'une parole spécifique des femmes pour pouvoir exprimer leurs propres desiderata, leur propre agenda de revendication, mettre en commun leurs paroles de femmes et leur expérience de femmes, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs tout au long des 19e et 20e siècles. Donc là, on voit Simone de Beauvoir, plus âgée, qui se rallie à ce mouvement féministe des années 70, alors qu'en 49, elle dit qu'elle n'est pas féministe, elle refuse le mot d'ailleurs, et elle ne pense pas qu'une mobilisation des femmes soit vraiment possible. On voit Delphine Seyrig, qui est une des actrices déjà très connues, qui prend fait et cause et participe beaucoup aussi à ce mouvement de vidéo féministe avec Carole Roussopoulos. Et puis on voit Gisèle Halimi au moment du procès d'Aix-en-Provence, qui est le procès autour du viol, qui vient après le procès de Bobigny sur l'avortement, qui va aider à faire changer la loi sur la loi, mais avec la mobilisation aussi de tous les autres groupes. Et cette mobilisation en 78 autour du viol, tout à fait dramatique, parce que voilà, on est en plein déni total, puisque ces deux jeunes femmes violées par plusieurs hommes qu'elles avaient conduits au moment où ils les draguaient dans la rue, et qui viennent faire donc un viol, disons, de vengeance. Elles sont déboutées par plusieurs fois avant que Gisèle Halimi puisse faire un procès. Et ça a été voilà, un moment très dramatique où on voit vraiment l'impossible voilà, réparation par le juridique, mais néanmoins des procès symboliques forts où on va l'empêcher de faire venir ses grands témoins comme elle l'avait fait en 72, mais elle va publier tous les actes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer pendant. Et là, on voit des grandes personnalités, y compris des hommes, qui viennent soutenir et demander que la loi change, et pas seulement la loi, mais aussi les comportements juridiques. Là, on a très vite aussi voilà, l'arrivée en 80 des socialistes au pouvoir et une possibilité de féminisme institutionnel avec Yvette Roudy. Là, on voit Simone de Beauvoir et là, il y a une jolie transmission aussi, passation voilà, entre générations. Et Yvette Roudy qui va vraiment lancer un féminisme institutionnel avec peu de moyens et sur peu de temps, mais qui vont vraiment marquer beaucoup cette période et en mettant l'accent sur le travail des femmes, sur l'antisexisme et tout un travail de volonté de sensibilisation de l'opinion publique. Voilà, notamment la féminisation de la langue qui fait encore beaucoup Et puis cette lutte pour la parité dans les années 90 qui nous vient aussi de l'Europe, enfin disons de femmes, de féministes européennes qui prônent cette nouvelle outil politique que de demander la parité concrètement pour essayer de débloquer cette résistance au niveau des femmes élues. Et ce terme de parité est vraiment rentré dans le vocabulaire plus courant. Et on voit qu'avec toutes les limites aussi évidemment de ce qu'il porte, mais néanmoins son efficacité pour des revendications autour d'une plus grande présence des femmes dans des conseils d'administration, y compris par exemple à l'université dans des jurys. Et d'ailleurs, certains de mes collègues me disaient je n'avais jamais remarqué le peu de femmes, mais aujourd'hui, je remarque immédiatement si, quand on fait une commission d'experts, voilà, on remarque assez vite s'il y a une mixité ou pas, ce qui veut dire aussi que ce mouvement a une vertu pédagogique pour faire prendre conscience de la non-mixité d'instances de pouvoir encore dans
dans tous les domaines, y compris, voilà. Alors, pour passer très vite, parce que le temps passe vite, et peut-être voilà, vous donner un peu un paysage de ces moments féministes dans les années 2000 pour essayer de comprendre ce qu'on a appelé, nous, le moment MeToo, c'est-à-dire essayer de comprendre que ce moment qui émerge donc en 2017, notamment aux États-Unis, ne part pas de rien, et qu'il y avait une très grande présence de cette question de la violence. On l'a vu avec Gisèle Halimi, avec des actions qui vraiment ont marqué, disons, au niveau, comment dire, à plusieurs niveaux de mobilisation, et qui ont permis de mettre en avant le nombre aussi, l'importance de cette enquête nationale sur la violence faite aux femmes en France, qui a été publiée, enfin, qui a été élaborée en 2000, publiée en 2003 et divulguée dans la presse, et qui a mis des chiffres. Et on voit en 2008, voilà, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Petit à petit, cette violence est devenue déjà un phénomène sociologique. Avec il se trouve que les statistiques précédentes ne donnaient pratiquement aucun chiffre parce qu'on ne prenait en compte que la violence de rue. On considérait que dans les enquêtes nationales, y compris l'INSEE, l'INED, on ne calculait que la violence faite physiquement dans la rue. Donc effectivement, les femmes étaient assez peu concernées. Et donc c'est une fois qu'on a compris qu'on pouvait utiliser ce même terme de violence dans la vie privée, dans la vie... Bon, là, on est encore, évidemment, avec l'inceste, on est absolument sur cette même dynamique de prise de conscience de la violence privée, de la violence domestique, et d'en faire un phénomène social dont nous serions tous plus ou moins responsables comme citoyens pour essayer de l'endiguer et de la réparer et de l'accompagner et d'entendre les femmes victimes. Et puis, avant même MeToo, il y a l'affaire Strauss-Kahn, il y a le manifeste de Clémentine Autain sur J'ai été violée, comme il y avait le manifeste des 343 sur J'ai avorté. Des campagnes notamment de groupes féministes comme Oser le féminisme, là où on doit changer le camp. Donc voilà, on part pas de rien, et on est déjà sur une prise de conscience assez forte, avec une dynamique aussi internationale. Voilà, Beyoncé est féministe parce qu'on voit un féminisme populaire qui commence aussi à se diffuser. Donc voilà, et la répercussion ensuite de l'affaire Weinstein en 2017, avec ce moment donc d'arrivée de ce mouvement en France, avec, on en a reparlé ce matin d'ailleurs à France Inter, l'affaire René Bopa, mais aussi des réactions hostiles, donc il ne faut pas non plus négliger un hashtag qui s'appelle Balance ta truie, ou cette fameuse rubrique Liberté d'importuner dans Le Monde en 2018, mais en même temps, beaucoup finalement de scandales qui continuent de sortir. Bon, il y avait l'affaire du LOL à partir de jeunes journalistes qui, dans leur jeunesse, avaient harcelé des femmes et des hommes d'ailleurs pour homosexualité, différentes mobilisations, et notamment ce qui nous a beaucoup frappé aussi au moment de présentation du livre, mais aussi dans les manifestations auxquelles nous avons pu participer, c'est l'importance de la jeunesse. Donc là, c'est un peu comme le même phénomène que dans l'écologie. Là, on a des lycéennes et des lycéens, en moindre nombre, mais néanmoins présents, qui sont dans une sorte de révolte contre la violence, contre le nombre de viols, contre l'impunité des violeurs. Et donc là, il y a vraiment un mouvement populaire très fort qui se mobilise et qui se réagit très, comment dire, très émotionnellement à l'affaire Polanski, au geste d'Adèle Haenel au moment des Césars en 2020, et soulignons qu'au même moment où Adèle Haenel souligne les problèmes de violence, vous avez Aïssa Maïga qui prend la parole pour, elle, souligner l'importance de la prise en compte de la diversité. Ces deux causes étant souvent liées ou du moins reçues dans un mouvement de jeunesse comme étant assez
naturellement, intrinsèquement liés, beaucoup plus qu'une génération voilà, plus avancée qui a un peu plus de mal à accepter ces imbrications. Et puis insister aussi sur cette mondialisation. Là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait incroyable que de voir ces mobilisations, notamment d'Amérique du Sud, qui ont lancé ces chorégraphies, qui ont lancé ces slogans Ni una menos, et qui voilà, sont très... Donc ça veut dire aussi que ce mouvement n'est pas qu'un mouvement virtuel en hashtag, mais qui provoque des mobilisations de rue tout à fait classiques, mais en même temps pas classiques dans leur façon de s'exprimer, mais disons la manifestation, ou alors l'occupation de l'espace public avec les colleuses, et un moment très particulier aussi de diffusion beaucoup plus large de la problématique féministe autour de blogs, de bandes dessinées, de graphisme, de photographie, avec les prolongements pas directement liés au féminisme, mais dans cette même dynamique de prise de conscience de la violence, toute une réflexion sur le consentement, y compris donc de la question de la pédophilie qui là sort sur l'espace public, sur l'inceste, avec un MeToo inceste, un MeToo gay qui change un peu évidemment la réflexion, l'élargit. Et puis, comme on en avait parlé avec Muriel, quelques éléments aussi autour de ce qui s'est passé au moment de la pandémie, bien que notre livre avait été déjà rendu, donc ne comprend pas cet espace-là, mais l'importance là disons, de la prise de conscience, bien que beaucoup on avait déjà parlé, mais là il y a eu comme un moment d'éclairage très fort sur la précarité, et notamment des femmes, bien sûr pas que des femmes, mais aussi des femmes qui sont dans des situations extrêmement précaires, avec ce néolibéralisme qui a complètement déstructuré l'organisation du travail, où les plus précaires se retrouvent avec des fragmentations d'horaires, avec des contrats qu'on refait toutes les semaines, avec une très grande fragilité. Et l'importance aussi de ce travail de care, même la notion de care à laquelle nous sommes assez familières dans le monde des sciences humaines sur les études de genre, mais qui est passée un peu dans l'opinion et dans le débat médiatique, avec cette importance des femmes hein, dans ces emplois les plus précaires, des services à la personne, et tout d'un coup, ces emplois souvent méprisés dont on s'aperçoit voilà, qu'on en a énormément besoin, mais on voit aussi que voilà, l'idée que l'État se désengage complètement fait que ça repose sur des solidarités familiales, et en particulier, pas que, mais en particulier sur des femmes, que de pouvoir voilà, faire fonctionner des solidarités familiales, des soins aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables, toute une réflexion sur la vulnérabilité d'ailleurs par rapport à cette image de virilisme triomphant, toujours voilà, toujours gagneur. Bon, il y a aussi des hommes vulnérables dont il faut s'occuper. Enfin, voilà, toute une réflexion aussi sur revoir un peu les logiciels de genre. Enfin, ils ne sont pas indifférents à cette réflexion que nous devons avoir sur la société que nous souvent subissons. L'importance de la pauvreté dans les familles monoparentales et l'importance des femmes et d'une parole féministe dans le mouvement des Gilets jaunes, ou des femmes aussi dans la pandémie. Sans oublier, mais je ne veux pas finir là-dessus, les femmes contre les féministes et contre tout ce que les féministes essayent de mettre en avant aujourd'hui pour essayer de faire réfléchir à une société moins patriarcale, moins violente, moins inégalitaire, et éventuellement plus respectueuse de l'écologie. Donc voilà, n'oublions pas que voilà, c'est quand même, ça reste des révoltes qui sont à la fois assez spectaculaire et qui montre vraiment une très grande prise de conscience depuis 2017, et pas seulement, puisqu'on le voit là sur les femmes d'attaque, c'est pas seulement la violence, voilà, on va aussi vers une prise de conscience de cette précarité, mais tout cela reste quand même fragile, et fragilisé aussi par le contexte de pandémie, mais avec une jeune génération qui est très très active aussi dans
disons, voilà, dans une culture féministe qui interpelle beaucoup la jeunesse et qui, notamment dans cette dernière revue qui vient juste de sortir, considèrent que justement l'intersectionnalité fait partie complètement de leur réflexion et qui comprennent difficilement les attaques dont est l'objet voilà, cette proposition. Donc je vais m'arrêter là pour tenir bien mes délais. Enfin, je ne m'arrête pas là, mais je veux dire, j'arrête mon PowerPoint pour que je puisse éventuellement voilà, répondre aux questions que Muriel doit nous rapporter. Donc là, voilà, la conclusion de cet ouvrage, c'est qu'à la fois, il y a une potentialité assez frappante de révolte féministe dans une jeune génération qui, contrairement à la précédente, n'attend pas d'avoir 30 ou 35 ans pour se mobiliser, ou n'attend pas d'avoir découvert les études de genre à l'université pour prendre conscience de tout ça, mais le prend conscience par une culture populaire, par les médias, par cette question du harcèlement et de la violence faite aux femmes, et qui, à partir de là, réfléchit vraiment à toutes les questions concernant le genre. Muriel, vous voulez reprendre la parole peut-être? Oui, excusez-moi. Oui, alors je vous remercie beaucoup pour votre intervention, très intéressante. D'ailleurs, il y a déjà dans le chat, il y a quelqu'un qui a déjà mis effectivement que merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je voulais juste une petite incise, c'est que quand vous avez parlé de Madeleine Pelletier, juste pour information, elle a vécu dans le 14e. Il y a d'ailleurs une plaque qui est sur l'immeuble du 80-82 rue de Gergovie. Donc voilà, elle a vécu un peu dans le 14e. Donc le 14e a reçu Madeleine Pelletier. Et juste pour les sœurs Nardal, il y a une allée qui a été, une nouvelle allée dans un nouveau quartier qui a été créé et qui leur a été dédiée. Voilà, bon, il y a plein de rues féministes, mais voilà, donc le 14e aussi parle des Madeleine Pelletier et sœurs Nardal. Donc maintenant, je vous laisse la question. Alors, je remarque déjà, waouh, merci pour cette présentation, c'était très fort. Donc voilà. Ensuite, on a, je remercie, c'est un homme, hein, c'est un homme qui parle. Je remercie mes congénères mâles de ne pas être les premiers à prendre la parole et à la monopoliser. Bon, bah, mesdames, à vous. Hein. Et alors, vous vouliez que je remette l'écran sur oui, si ça ne vous dérange pas, oui. Alors, voilà. Donc, mesdames, bah, voilà, hein, la parole vous est donnée. Donc, peut-être juste avant que les questions arrivent, voilà, les effrontés, c'est un groupe aussi. Alors, les féminismes ont toujours fonctionné en micro-groupes, hein, et puis après, il y en a certains qui deviennent plus importants, et puis qui se fédèrent, mais le journal, la revue, l'affiche, le visuel sont des moments très forts de cette culture militante qui agit souvent en mode dispersé. Là, on voit les Georgettes Sand, voilà, les Insoumises, les effrontés. Là, on voit, j'avais mis Georgette aussi, c'est l'homme féministe, parce que c'est aussi une vraie question que de pouvoir montrer une mixité qui a existé historiquement, je crois que je l'ai montré, parce qu'aujourd'hui, les jeunes hommes sont de toute façon un public difficile à capter autour de ces questions, sauf quelques exceptions, et qu'il y a tout un travail de transmission de cette histoire autour voilà, autour aussi de figures masculines, ou du moins de ce que les hommes ont pu faire dans cette histoire. Voilà, et puis tout ce qu'ils pourraient aussi en bénéficier. Donc, il y a vraiment, on est à un moment, si vous voulez, je crois que notre ouvrage, il a été conçu grâce à des travaux novateurs
Voilà, on est redevable. Hein. Il est dû aussi à nos propres recherches pour les questions que nous voulions mettre en valeur. Et puis, on est allé chercher les collègues antillaises, par exemple, pour avoir vraiment des choses un peu nouvelles. Donc, il y a quand même une volonté vraiment d'aller chercher des choses différentes. Et puis, maintenant, le défi, c'est de transmettre cette histoire, le passage du supérieur au secondaire. Et là, on a cessé avec cette association dont vous avez parlé en me présentant, qui s'appelle Mnémosine, pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, qui déjà, sous François Hollande, on est allé voir très régulièrement les ministères et les commissions, etc. Et là, c'était toujours une fin de recevoir à cause de la manif pour tous. Il fallait surtout pas parler de genre, il fallait pas parler de femmes, il fallait pas que les gens descendent dans la rue, voilà. Donc, bon, c'était vraiment une fin de non-recevoir. Et très, enfin voilà, c'est difficile à accepter pour nous. Et puis alors, bon, ben, depuis, ça n'a cessé d'empirer. Donc le peu qu'il y avait, de toute façon, a été éliminé. Je ne sais même pas si on parle encore des femmes de la guerre de 14, alors qu'on avait réussi il y a quelque temps à... Madame Rochefort, j'ai 3 questions Ouais. déjà qui arrivent. Donc, j'ai une première question qui est, avez-vous connaissance d'enseignement de la question féministe dans certaines parties du monde? Comment se situe la France en la matière? Je vais vous faire au moins les 3 questions là. Une autre question qui est, alors, merci beaucoup pour cette présentation très instructive et nécessaire, voilà. Et ensuite, c'est merci beaucoup pour votre exposé. Et que pensez-vous de la question du port du voile? Oh, alors, sur l'enseignement, je pense qu'on est quand même un des pays pas très audacieux, parce que nous avons une culture républicaine universaliste qui considère que chaque fois qu'on parle d'une minorité, bien que les femmes ne soient pas une minorité, mais voilà, elle a toujours été considérée comme l'autre, elle est encore l'autre, comme si ça ne faisait pas partie de l'histoire des mouvements sociaux, ça ne fait pas partie de l'histoire politique. On a nous-mêmes bien du mal dans nos propres carrières, sans vouloir du tout se plaindre, mais je veux dire, c'est aussi un obstacle que de devoir légitimer ce sujet comme un sujet d'histoire et pas juste un sujet militant, anecdotique, etc. Donc, les résistances sont très nombreuses. Et sur l'histoire des femmes et du genre, sur le mot genre, qui a été très mal perçu et très mal compris, et puis sur l'éducation sexuelle, qui est un autre sujet, mais qui est quand même lié au féminisme. C'est quand même beaucoup autour du planning familial et de l'histoire des féminismes que se sont élaborées des propositions d'éducation à la sexualité. Encore aujourd'hui, c'est un des pôles qui réfléchit, qui transmet, mais avec, du point de vue du pouvoir, une très grande frilosité et puis une très grande méfiance. D'ailleurs, nous sommes renvoyés toujours, dès qu'un sujet dérange, on est renvoyé au militantisme, comme si le militantisme, c'était le pire des péchés intellectuels, alors que, voilà, on peut tout à fait être extrêmement rigoureux scientifiquement, tout en ayant des convictions qui permettent justement d'éclairer certaines questions. Donc, je pense que la France, je n'ai pas fait une étude approfondie pour vous parler avec des chiffres, mais je pense que la France n'est pas très bien située en la matière et que malheureusement, il y a un espèce de front qui va de la droite à la gauche. Disons. Et le problème, c'est que tant que les gens n'auront pas appris un minimum de cette histoire et ne se sont pas appropriés, alors bien sûr, les Russes, c'est aussi très important, mais il faut que ce soit accompagné, il faut que ça rentre dans une culture générale. Après, chaque groupe, selon ses sensibilités, mettra l'accent sur des femmes communistes, sur des femmes socialistes, sur des femmes, au contraire, même peut-être des femmes libérales et de droite, mais qui ont œuvré. Voilà, mais il faut bien qu'il y ait déjà qu'on transmette cette histoire pour qu'elle rentre dans une culture générale et qu'ensuite chacun puisse se l'approprier, aller chercher. Il y a tellement de choses encore à trouver en plus comme sujet. Et simplement, il y a vraiment une obstruction. Je crois qu'il y a aussi un machisme, voilà, français, bien français, qui fait qu'il y a une sorte de coalition. Moi, j'ai parlé de pacte de genre qui fait que beaucoup de ces questions n'émergent que difficilement. C'est peut-être une des
choses à remettre en cause pour essayer de faire évoluer la gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une couverture de Libé sur les futurs potentiels présidents. On ne voyait que des hommes et il y a eu une contre-couverture faite par des féministes en mettant aussi des femmes. Enfin, voilà, tant qu'on ne sera pas dans une culture mixte, peut-être qu'on aura bien du mal à faire front face à une droite qui, de toute façon, n'hésite pas à mettre des femmes en première ligne d'ailleurs, à notre grand regret. Et donc, autre question sur le voile. Alors, bon, moi, je n'ai pas forcément à donner mon avis parce que ce n'est pas le propos, le livre ne porte pas là-dessus, mais dans le livre, on a essayé de montrer que c'était un des points de division. Il y a beaucoup de points de division des féminismes d'aujourd'hui. Il y a la prostitution avec des abolitionnistes ou au contraire des gens qui veulent que ça devienne, que ce soit reconnu comme un métier. La question du voile, bien sûr, comme dans toute la société française, a beaucoup divisé les féministes entre un universalisme très restrictif qui considère que tout voile est une atteinte à la liberté des femmes et donc qui interprète le voile comme islamiste dans le sens vraiment idéologiquement comme si c'était un message très clairement défini. D'autres, au contraire, qui se sont vraiment engagés pour essayer de faire comprendre la polysémie du voile et entendre aussi ce qu'avaient à dire les jeunes filles voilées donc dans un contexte français démocratique et laïque. Donc voilà. Et puis, et qui se sont offusquées notamment autour de cette interdiction pour les mamans voilées d'aller, par exemple, dans les sorties scolaires. Enfin, voilà, c'est une question vraiment très, très large et qui, en tout cas, ont refusé d'en faire un signe dont on aurait, nous, les clés d'interprétation définitifs et qui donc délégitimerait toute parole de femmes voilées, ce qui n'est pas le cas. Là, il y avait une demande là, sur la comparaison tout à l'heure, mais là, c'est très, très frappant. Et d'ailleurs, les pays autour de nous ont bien du mal à comprendre notre logique. Par exemple, il y a eu des femmes voilées qui ont été auditionnées dans le Parlement européen et tous les députés français sont sortis. Mais voilà, c'est les seuls qui n'ont pas voulu écouter ces deux jeunes femmes qui étaient à la tête de groupes qui défendaient aussi des droits et qui avaient des choses à dire. On n'était pas forcément d'accord, mais il fallait peut-être les écouter. Donc, ça divise aussi très fortement les féministes et de même la question de l'afroféminisme, donc des jeunes femmes noires qui, là je vous avais mis la liste, je peux peut-être la remettre sur ces nouveaux groupes qui peuvent faire aussi débat. Et il y a notamment, évidemment, il y a ces groupes pour défendre les femmes, au moins la parole des femmes voilées. Donc la prostitution, oui, j'ai dit aussi, est aussi un lieu de confrontation. Le voile et puis aussi l'antiracisme et l'intersectionnalité. Après, il y a des courants autour de l'écologie. Il y a beaucoup de critiques aussi autour beaucoup d'aller et venue avec les mouvements LGBTQIA, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexes et autres et plus, voilà. Avec un courant que moi je trouve très stimulant, très intéressant, qui va encore plus loin sur la déconstruction de l'idée de binarisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, mais cette différence est-elle pertinente et jusqu'où ne concernerait-elle que nos organes finalement reproducteurs et quelle place donne-t-on à la reproduction dans nos vies et est-ce que ce modèle de la reproduction qui sans doute était nécessaire pour la survie de l'humanité dans les temps très reculés et qui est devenu une sorte de symbolique fondatrice et fondamentale. Est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépasser cette façon de réduire finalement les corps masculins et féminins à leur articulation reproductive et qu'il y a beaucoup plus de choses en commun entre certains hommes, certaines femmes que
y compris pour vous sauver la vie avec un rein ou une transfusion sanguine, que simplement la différence sexuelle. Donc c'est aussi intéressant avec une revendication assez aujourd'hui mise en avant autour de la transsexualité. On l'a vu avec le film sur la petite fille, ce petit garçon qui veut être absolument une petite fille et qui a eu un succès vraiment très fort. Et j'ai fait récemment un séminaire, il y a 2 jours, en direct avec l'Indonésie à propos de mon livre sur le féminisme dans le monde. Et les étudiants indonésiens qui intervenaient sont intervenus sur la transsexualité. C'était vraiment intéressant parce que l'ambassade de France avait très peur que certains mots que j'utilisais choquent le public. En fait, ils étaient beaucoup plus audacieux que mon propre texte qui avait été censuré par l'ambassade. Et ils ont parlé de la transsexualité et de film La jeune fille en feu, que ne verront jamais, parce que jamais en Indonésie on pourra passer ce film. Ils en entendent parler. Pareil, là, il y a vraiment une mondialisation, échange. Et puis l'importance aussi dans la nouvelle génération des thèmes du corps qui reviennent. D'ailleurs, il y a eu une réédition de Notre corps nous-mêmes qui a eu un succès fou. Quand on a voulu l'acheter, il avait déjà épuisé le nombre d'exemplaires. Avec tout quelque chose qui était vraiment très fort dans les années 70. Donc, ça, pour quelqu'un un peu plus âgé comme moi, ça fait drôle parce que ça revient, mais on voit bien que ces questions ne sont jamais réglées et qu'en fait, il faut toujours remettre à l'ouvrage, le métier à l'ouvrage, et que c'est des jeunes générations qui aujourd'hui reviennent. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, le voile ou les questions que les médias mettent beaucoup en valeur. D'abord, elles font partie des grandes, disputes ou des grandes polémiques à l'intérieur de ce mouvement qui n'est pas non plus, c'est pas non plus un drame, quoi. Je veux dire, c'est un mouvement pluriel avec des tas de désaccords, qui est plus un mouvement qui pousse, si vous voulez, d'autres forces politiques aussi à prendre conscience, qu'il n'est pas vocation, il n'y a pas vraiment, sauf exception, de partis féministes qui se présentent aux élections. Donc c'est un autre type de dynamique sociale. Et puis l'afroféminisme qui, avec toutes ces polémiques, est-ce que ça remet noir, du racisme anti-blanc, etc. Et en même temps, il y a une parole, si vous allez voir de près, il y a une parole absolument nécessaire à entendre, que notamment 2 documentaires ont mis en valeur, sur Marianne Noire d'un côté, Ouvrir la voie de l'autre. Et c'est absolument passionnant. C'est des jeunes femmes dont on n'entend jamais parler dans les médias, qui ont envie de parler de leur itinéraire, d'ailleurs, qui sont des métiers, sont plutôt, pas du tout désocialisés, mais qui témoignent du racisme dont elles sont l'objet depuis leur petite enfance, de la difficulté à être reconnues aussi comme des femmes actives, brillantes, successful, dans leur, à cause de leur couleur. Donc il y a quelque chose de très intéressant. Et alors ce groupe, pour revenir sur le voile, ce groupe aussi qui s'appelle l'ALAB, qui est très intéressant si vous allez voir leur site, parce que, alors elles, ce sont des femmes musulmanes, mais elles sont pas spécialement voilées, mais elles sont pas évidemment anti-voile, donc tout le monde peut y participer. Et elles sont musulmanes dans le sens culturel, et elles essaient de mettre en avant, donc c'est Sarah Zouak qui l'a fondée, c'est pareil, c'est des femmes vraiment très jeunes, et qui, si vous voulez, elle a fait ce documentaire dont on peut voir des extraits sur leur site, et sinon on peut acheter le DVD, où elle fait un documentaire sur toutes ces femmes musulmanes dans le monde entier, qui sont des militantes féministes, actives, qui luttent pour l'égalité, la liberté, et qui articulent ça avec leurs convictions religieuses sans même l'interroger forcément comme un obstacle. Donc c'est là aussi on voit qu'on a, dans ce type de groupe, on a un peu dépassé le militantisme voile pour aller vers un militantisme, disons, de reconnaissance sociale, quel que soit le lien à la piété religieuse, et que ce soit voilé, pas voilé. On sait très bien qu'il y a 1001 façons de vouloir porter son voile. Je suis désolée, mais là, énormément de questions. Oui, c'est parce que, excusez-moi, moi, je ne vois pas le chat, donc j'arrête voilà. J'ai des commentaires et des questions qui arrivent, donc voilà. Donc, je vais juste rebondir sur celles qui ont les commentaires sur le voile, en disant, de quelqu'un qui dit la différence entre le voile et le masque, c'est que ce dernier est obligatoire pour les hommes et les femmes.
bien que certains hommes les portent sous le nez, si ce n'est comme un bavoir. Voilà, donc remarque. Ensuite, j'ai une autre remarque qui me dit que les anti-voiles sont des misogynes patentés à la sauce Vaticane. Occupez-vous plutôt de leurs compagnons. Et l'autre remarque, c'est pour moi, le voile rejoint le soutien-gorge. C'est à chacune de voir pour son propre corps et de sa gêne. Je n'ai jamais compris qui décide de sexualiser la poitrine. Donc ça, c'est des remarques sur l'histoire du port du voile. Alors ensuite, j'ai une question qui est un peu importante et ça serait intéressant aussi d'y répondre. C'est comment les femmes politiques pourraient constituer un puissant levier de changement social dans une exigence du respect de la parité où il n'y a que 19% de femmes mères. Comment changer la transmission dans l'éducation nationale où les stéréotypes de genre sont encore très marqués? Responsabilité des universitaires. Je vais juste indiquer d'autres questions parce qu'il y a aussi quelqu'un qui a levé la main et qui devra poser sa question. Donc, l'autre question, c'est merci beaucoup pour cette présentation enrichissante, encourageante. J'adorerais lire votre livre pour en savoir plus. J'aurais 2 questions. Comment définir le bro-féminisme? Ouvrage à conseiller pour répondre à cette question. Et que répondre ou comment penser quand certains disent que les revendications féministes actuelles sont, je cite, évidentes, point d'interrogation, évidentes en partie car ce sont des revendications depuis longtemps présentes et dans le temps, dans l'histoire. Voilà. Ensuite, j'ai des commentaires. Alors, bravo pour ce panorama exhaustif. Un droit de vote qui a bien tardé à venir, malheureusement, dans notre pays imbibé de culture vaticane et d'une gauche aussi réactionnaire que la droite sur les droits des femmes pour simple exploitation esclavagiste de la force de travail domestique, ménager et éducative des femmes. Abolition des privilèges des pères de nos enfants n'est toujours pas réelle à l'heure de la pandémie, surtout contre les femmes mères. Bon, c'est en vrac. Hein. Ces messieurs ont vu leur mère être exploitées et continuent comme des mineurs attardés à exploiter leur épouse et compagnes. Voilà. Ensuite, j'ai le système des retraites actuel est très défavorable aux femmes car elles sont les plus nombreuses à avoir des carrières hachées, contrats courts, temps partiel subi. Qu'est-ce qui fait que leur voix a été inaudible, masquée par la voix des régimes spéciaux? Les femmes n'ont-elles pas conscience qu'un régime datant de 1950 conçu par une société masculine surtout leur est défavorable? Et quelles associations portent leur voix? Voilà, voilà. Et je peux vous dire que là ça arrive, hein, ça arrive. Voilà, pour moi, le voile rejoint, donc ça, c'est bon. Et j'ai quelqu'un qui fait 3 points d'interrogation avec 2 points de suspension, néo-féminisme. Et il y a quelqu'un Christiane, qui veut poser une question. Donc, Christiane, je te laisse la parole. Bah, c'est arrivé après, c'est pas grave. Moi, j'ai saisi mon message au moins 4 fois, mais je ne sais pas comment il part. Bon, enfin, c'est pas grave. Ma question, c'était justement sur, dans cette histoire des femmes, où caser l'écoféminisme? Parce que c'est à la fois un croisement, un mouvement finalement au croisement de la revendication des droits de la nature et aussi du retour un peu des savoirs traditionnels. Donc, comment Florence, vous situez ça un peu dans l'histoire? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais rapidement. Ouais. Je peux peut-être répondre à cette question d'abord avant les autres. Si Muriel, vous êtes d'accord? Ah non, bien sûr, mais je disais que les autres questions étaient très, très lourdes et donc fallait demander des explications, quoi, oui. Donc, répondons d'abord sur l'écoféminisme. Alors d'abord, comme dans tous les mouvements féministes, c'est assez divers. Il y a un écoféminisme, y compris noyauté par l'extrême droite, comme d'ailleurs le mot féministe peut être noyauté par l'extrême droite. Mais je crois que c'est un mouvement très puissant parce que comme dans cette jeunesse dont j'ai parlé, il y a une sorte d'évidence de l'intersectionnalité ou du moins de la prise de conscience que nous sommes dans des sociétés multiculturelles et qui sont amenées à l'être de plus en plus. Et il y a aussi cette prise de conscience de l'urgence du climat et là il y a vraiment un gap aussi générationnel. Et dans l'écoféminisme, il y a plusieurs tendances, avec aussi
soit une espèce de retour à une sorte de féminité émancipatrice, avec retour, alors beaucoup inspiré de l'Amérique du Sud, avec, notamment des mouvements de femmes autochtones, de femmes indiennes, avec l'exploration de figures de sorcières, des sortes de sabbats, où il y a une sorte on incite les femmes, voilà, à se rebrancher sur quelque chose d'une énergie terrestre, cosmique, etc. Et je crois qu'il y a des femmes à qui ça convient aussi pour se mobiliser, à la fois prendre une partie, disons, de leur position de liberté autour de ces mouvements. Et grosso modo, mais là, avec des différences, parce qu'il y a aussi des mouvements anticapitalistes qui ont vraiment un discours autour du fait qu'on ait exploité la nature comme on a exploité les femmes, c'est-à-dire par pure instrumentalisation, sans aucun respect, sans aucune connaissance véritable de qui étaient les femmes ou de quelles étaient les ressources de la nature, et en les détruisant avec la même violence. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs ce parallèle, et qui donc considère que ces deux combats sont forcément liés, parce que il faut pouvoir voilà, détruire cette logique d'exploitation infinie de la nature, comme il faut détruire l'exploitation et la violence faite aux femmes. Et puis voilà, alors on redécouvre, c'est intéressant, parce que c'est toute cette écoféminisme, donc vraiment très divers, et qui va traverser, je pense, voilà, différents mouvements aussi. C'est-à-dire que c'est aussi des propositions théoriques qui vont être prises, pas forcément dans des mouvements qui s'appelleront écoféminisme, mais qui vont pouvoir être un peu divulgués à plus large échelle. Et donc on le voit dans l'édition, parce qu'il y a toute une série de textes en espagnol ou en anglais qui sont traduits. Il y a un véritable intérêt pour la lutte écologique, et voilà, et son articulation potentielle, on va dire, avec la lutte féministe. Donc ça peut aller d'un point de vue politique et social assez, disons, anticapitaliste, jusqu'à, au contraire, une mystique, pas au contraire, mais disons dans un autre spectre, une mystique du féminin, dont on sait qu'elle peut véhiculer aussi comment dire, certains écueils, notamment autour de l'avortement, de la contraception, mais qui donc, dans lequel l'extrême droite, c'est ce qu'on met dans le livre, hein, avec la revue Limite, dans lequel, mais comme il y a toujours eu dans l'écologie des mouvements aussi catholiques et assez droitiers anti-avortement, disons. Donc voilà, donc c'est assez complexe, mais je pense que c'est une ligne de fond, comme la prise de conscience plus approfondie de la nécessité d'une prise de parole sur la violence. Je crois que l'écologie fait partie des grandes tendances. Alors, il y a aussi, pour revenir sur la question des retraites, il y a aussi quand même des mouvements, disons, il y a un retour de la question sociale qui n'a jamais été absente non plus, mais pas forcément mise en premier plan. Mais il y a quand même un retour, un néo-marxisme assez fort dans le féminisme, et qui du coup permet de faire entendre des revendications plus spécifiques, économiques. Bon, il y a toujours eu la question de l'égalité des salaires, dont on entend parler notamment les 8 mars, mais la question des retraites, je crois que ça a été très fortement soulevé au moment de la loi, déjà la proposition de loi en 95. On a un peu oublié que les femmes se sont aussi mobilisées sur cette question. Je crois que les groupes féministes ont pas mal divulgué les études sociologiques, notamment de Margaret Marvani et de ce groupe qui s'appelle le MAGE, et qui travaille sur les questions des inégalités économiques, et que c'est donc une question quand même présente, peut-être un peu comment dire, recouverte par les questions de sexualité et de genre et de transgenre, parce que ça fait buzz, comme on dit. Mais je pense que sur le fond, si on regarde, c'est quand même quelque chose d'important, et quand même la prise de conscience aussi de disons, le fait que le harcèlement sexuel il y avait peut-être quelqu'un qui veut parler, je ne sais pas, que ce soit souvent dans le domaine professionnel, donc ça concerne aussi le harcèlement moral
mais le harcèlement sexuel, voilà, je pense que la question sociale est jamais très loin et de toute façon, si elle est abandonnée, elle revient vite. Et simplement, c'est quelque chose qui est peu commenté ou moins commenté, sauf exceptionnellement. Et je pense que dans certains vecteurs de prise de parole, notamment des femmes gilets jaunes ou des mouvements précédents de mobilisation sociale, la question des retraites, elle est importante. Et la question, de toute façon, de la précarité économique des femmes dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est pareil, il faut pouvoir toujours l'articuler avec aussi les dégâts du néolibéralisme économique pour les hommes, évidemment. Mais il y a quand même des choses, des éléments spécifiques, puisque, voilà, comme je l'ai dit, famille monoparentale, enfin, voilà, elles sont les précaires des précaires. Comme on disait, c'est voilà, la prolétaire du prolétaire. Et on en est toujours quand même là. Alors, sur le néo-féminisme, c'est un peu délicat parce qu'en fait, à chaque génération, il y a du néo. Alors, voilà, l'expression néo-féminisme, elle est assez, comment dire, élastique, quoi, parce que c'est souvent une sorte d'autoproclamation. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu prendre ce terme de vague, parce qu'en fait, il a été inventé par ce qu'on appelle la deuxième vague, par les années 70, pour pouvoir absolument persuader que tout était nouveau. Alors que quand on est historienne, on essaye de montrer aussi des héritages, des continuités, bien sûr des ruptures, mais on ne part jamais de rien. Donc nous, on est plutôt dans des... Quand on est historienne, on s'interroge sur les temporalités. C'est pour ça qu'on a voulu remettre de la chronologie en avant. Et c'est quelque chose qui est toujours un facteur d'explication. Donc le néo, ben voilà, très vite, il est plus néo, et puis il essaye donc de montrer quelque chose. Donc tout dépend par qui il est utilisé, qui se dénomme comme ça. Et surtout, le mot féminisme, finalement, il a eu beaucoup de succès. Depuis, notamment depuis MeToo, mais même depuis les années 2000. Alors du coup, il se décline vraiment de toutes les façons. Il n'est plus une garantie quelconque. Hein. Il y a un nouveau mouvement sur lequel j'avais été interrogée récemment sur carrément voilà, anti-islam, anti-immigré, qui s'appelle féministe. Donc tout le monde s'en empare. À partir du moment où on met en avant des femmes qui sont actives politiquement, c'est un peu comme, quand le Front National s'est emparé de la laïcité. C'est des stratégies aussi de désamorçage de quelque chose qui peut être subversif, et voilà, on s'en empare pour mieux le désamorcer. C'est une stratégie assez claire. Donc, c'est de dire que quelque chose, que l'auto-appellation ne présage pas du contenu. Après, c'est pour ça qu'il y a un travail d'analyse et peut-être aussi de familiarisation aussi au cadre d'analyse historique, mais aussi sociologique et du temps présent, pour mieux s'y retrouver. Parce que d'un côté, le féminisme ou les féminismes ont toujours eu envie de diffuser très largement, donc d'avoir des relais. Et quand je dis nébuleuse, et ben après, aux frontières de cette nébuleuse, il y a tout ce qui est digéré, et tant mieux, par d'autres types de mouvements sociaux et de partis politiques ou de groupes politiques qui vont pouvoir essaimer la question de l'égalité et de la liberté et de la non-binarisation. Enfin bon, toutes ces questions qui traversent nos sociétés. Mais là où nous sommes souvent dépendants, c'est quand même comment les médias cadrent un débat. Et ça demande souvent des explications assez longues pour pouvoir aller au-delà du cadrage et du vocabulaire imposé par, disons, un emballement médiatique ou le fait qu'on mette l'accent que là-dessus et pas sur les problèmes, parce que tout est lié. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait eu la question sur la retraite, parce qu'en fait, tout est lié. La précarité économique, voilà, même si on a bien montré que le viol, le harcèlement sexuel, l'inceste, c'était pas du tout que dans les milieux précaires, mais il y a quand même un effet d'engrenage où il y a un moment où c'est encore plus difficile de porter plainte, où c'est encore plus difficile de s'en sortir, d'avoir accès ou de tout simplement quitter le domicile conjugal, de se faire entendre, de trouver les mots pour se faire entendre, enfin bon.
c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir rappeler régulièrement sur ces questions. Alors, qu'est-ce que vous m'aviez demandé d'autre? Je ne me rappelle plus. Voilà, il y a une question quand même sur les femmes. Comment les femmes politiques pourraient constituer un puissant levier de changement social dans une exigence de respect de la parité, où il n'y a que 19% de femmes mères, et comment changer la transmission dans l'éducation nationale sur les stéréotypes, où les stéréotypes de genre sont encore très marqués. J'ai aussi alors une question sur voilà, le système des retraites, vous en avez parlé. Voilà. Pour moi, alors ensuite, question, j'ai l'impression que la problématique de l'inceste revient dans les médias via le féminisme. Comment articulez-vous les deux? Les enfants sont-ils considérés comme des minorités? Ensuite, merci pour vos réponses. Puis-je vous demander comment vous vivez cette exception qui est un peu la vôtre parmi votre génération, voire votre siècle de naissance, qui est aussi le mien, chercheuse plus spécialiste de la question féminine, avec merci beaucoup. Et ensuite, il y a la question d'un homme qui est, peut-on parler de la lutte des sexes comme on parle de la lutte des classes? Je précise que Madame Claire F a mis dans le chat un lien, donc je vous encourage fortement à le copier si vous voulez aller dessus. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà. Alors, le fait que les femmes politiques puissent s'unir pour la parité, c'est ce qui s'était passé pour que la loi sur la parité, qui quand même a été portée aussi par les socialistes au moment du gouvernement Jospin. D'ailleurs, bien dommage qu'il ne soit pas davantage félicité au moment de sa campagne, ça n'a absolument pas été évoqué, ce qui est aussi un signe, voilà, même quand ça va dans le bon sens, on ne le prend pas en compte. Mais il y a eu un moment où ça a été très utile d'avoir un rassemblement gauche-droite, enfin, bien sûr avec quelques femmes, hein, ce n'étaient pas toutes les femmes politiques, parce que voilà, ça a permis quand même de faire bouger des choses. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, et ce n'est pas toujours possible sur tous les domaines et sur tous les sujets, selon les divisions politiques. Il y a des moments plus propices que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que quand même, on l'a vu récemment, j'arrive plus à me rappeler à propos de quelle loi, mais c'était très important. Voilà, ou peut-être que c'était au moment autour de la question de l'avortement. Voilà, il peut y avoir quand même des alliances qui dépassent les clivages politiques parlementaires et qui permettent des avancées pour les femmes. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui... Voilà, mais ça ne peut pas marcher toujours. Et c'est pour ça que nous insistons toujours sur le contexte qui détermine la possibilité d'alliance. Elles ne sont pas forcément complètement impossibles, mais il y a des moments où elles sont beaucoup plus délicates. L'autre chose, c'est sur la transmission. C'est quelque chose qui nécessiterait une demande plus forte. Il y a des associations qui portent cette demande. Il y a beaucoup de professeurs de l'enseignement secondaire ou même primaire qui essayent dans leur classe, mais vous savez qu'on est toujours en train de chercher à finir le programme, à boucler le programme, et puis on manque un peu d'outils. Bon, il y a quand même cette association Mnémosyne, elle a publié un livre sous forme de manuel. D'ailleurs, les éditions Belin ont vraiment joué le jeu parce qu'ils ont édité un manuel pour une histoire mixte où on reprenait les éléments du programme officiel du moment, qui a un peu changé, mais ça ne change jamais tout à fait, donc en histoire, en faisant un récit d'histoire donc globale, mais en y mettant tout ce qu'on pouvait à partir de la question des acquis, on va dire, de l'histoire des femmes et du genre. Mais le refus de transmission n'est pas une simple négligence, c'est un refus politique, antiféministe, misogyne, qui est, pour l'avoir vécu pendant des années, absolument insensé. Enfin, voilà, et on l'a vu au moment des ABCD de l'égalité, qui était quand même très modestement, qui avançait très prudemment sur quelques figures égalitaires, et dont un mouvement politique catholique d'extrême droite a réussi à mobiliser une partie des parents en faisant croire que c'était un manuel d'apprentissage de la masturbation. Donc on voit aussi le degré
comment dire, extrêmement élevé de polémiques possibles. Enfin, tout le monde en parle de ça, hein, c'est-à-dire les fake news. Comment est-ce que on peut manipuler vraiment l'opinion à partir de techniques, parce que le mouvement de la Manif pour tous, il a bénéficié de l'audit et de l'apprentissage, enfin, de conseils d'experts extrêmement brillants en communication sur comment on déstabilise idéologiquement l'adversaire, donc en reprenant Victor Hugo, Gavroche, voilà, en volant, si vous voulez, la culture de l'autre, et puis en manipulant l'opinion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Mais nous, plus modestement et plus basiquement, voilà, on a un ministre qui considère que de toute façon, nous sommes des islamo-gauchistes, voilà, dont il faudrait nous virer du CNRS. Donc, si on en est là, ben voilà, je crois que de toute façon, il n'y aura pas de dialogue possible. Hein. Et ça se ressent sur la volonté d'éliminer absolument toute référence au genre, à la sexualité et aux femmes. Voilà, c'est tout. Malheureusement, c'est aussi trivial que ça. Madame Rochefort, pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui demande si on peut avoir la référence du livre Belin. Parce qu'elle aimerait le montrer à l'école. C'est un manuel d'histoire des femmes et du genre. Si vous allez sur le site de Mnémosyne, Mnémosyne, c'est la muse, voilà, c'est la mère de Clio qui est la muse de l'histoire, donc c'est la muse de la mémoire. Mnémosyne, ça s'écrit M-N-E, et puis voilà, Mnémosyne avec un Y. Et là, sur le site, vous aurez la référence du manuel pour une histoire mixte. Manuel d'histoire des femmes, je pense que ça, parce je crois qu'ils n'ont pas voulu du mot genre. Voilà, et là vous aurez la référence assez facilement sur le site. Mais voilà, il date déjà de quelques années. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut à chaque fois recommencer. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des générations, puisqu'il y avait une question sur comment je me situais moi dans ces générations. Mais je crois que j'ai la chance déjà d'avoir une relation pédagogique avec des jeunes étudiants et étudiantes. Et je suis dans mon métier chercheuse dans la majorité, disons, de mon temps de travail, mais j'ai quand même la chance de pouvoir enseigner. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à cette transmission et aussi finalement, on est confronté déjà au fait que quand on a un public qui ne connaît absolument pas ce dont vous parlez, donc déjà ça vous remet un peu à une autre sphère qui n'est pas forcément de l'ignorance, mais comment dire, de la méconnaissance, on va dire, parce qu'ils n'ont jamais appris ça ni à l'université ni dans l'enseignement secondaire. Donc c'est aussi très intéressant, mais ils connaissent plein d'autres choses, hein, et puis leur appétit, leur besoin de savoir, et dans la réception du livre, hein, parce que ce livre, voilà, et on s'en félicite et on s'en réjouit beaucoup, a très bien marché. Et quand on a eu la chance, avant les différents confinements, de le présenter, c'est souvent des gens très très jeunes, des jeunes filles très lycéennes ou toutes jeunes étudiantes qui étaient notre public. On a eu aussi le relais de blogs, de blogueuses très, très connues, tout le moins de ce jeune public. Et là, on a eu l'impression de rentrer dans une contre-culture extrêmement dynamique et vivante. Et on était plutôt très contente d'avoir pu toucher un public. On ne savait pas du tout à l'avance, mais disons, les options que nous avons portées, politique, genre, sexualité, intersectionnalité, sont exactement, disons, voilà, à trouver son public, pour qui c'était fondamental d'avoir des connaissances historiques autour des questions qu'elles se posaient dans leur vie personnelle, bien sûr, dans leur action politique et féministe. Donc, voilà, je crois que c'était une expérience, comme je vous l'ai dit, c'est aussi grâce à l'éditrice, grâce à mes collègues. C'est assez rare, j'avoue. Comme chercheuse, on est souvent dans des niches assez étroites, même si on a des réseaux internationaux, mais je veux dire, on est dans des congrès, dans des colloques, dans des revues, mais tout ça reste quand même assez particulier.
et de pouvoir avoir une réception, voilà, Mediapart, Libé, un rock, enfin, on a été soutenu par une certaine presse et puis par un public qui avait besoin et envie de ce récit dont nous avons éprouvé le besoin et l'envie de mettre à la portée d'un public assez large. C'est aussi un effort d'écriture, de clarification, de garder l'exigence scientifique tout en pouvant raconter un récit, élaborer un récit qui soit compréhensible, qu'on puisse lire avec plaisir. Voilà. Donc, c'était pour moi une très belle expérience d'être un peu à un moment donné produire un objet transgénérationnel, enfin reçu de façon transgénérationnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler de la lutte des sexes comme la lutte des classes? Disons, ça a été beaucoup élaboré. Alors, autant d'ailleurs, parce qu'Hubertine Auclair, elle va en Algérie, donc on l'a étudié aussi comme un féminisme colonial, à la fois assimilationniste et en même temps avec des options tout à fait critiques d'un point de vue féministe. Et elle parle de préjugés de sexe et de préjugés de race. Donc, il y a là, et puis sur la lutte des classes, bien sûr, à partir du moment... Alors, avant même qu'il y ait le mot de lutte des classes, dans les années 1830, dans le premier 19e, c'est beaucoup peuple, femme ou prolétariat, femme. D'ailleurs, elles disent le journal « Nous sommes des femmes prolétaires ». Et il y a cette articulation avec toujours cette problématique. Et d'ailleurs, il y a, comment dire, voilà, ça marche aussi un peu en miroir. Mais avec toujours cette question, une fois que le marxisme est devenu une pensée plus, disons, dominante dans le mouvement ouvrier, puis dans le mouvement socialiste et communiste, de la hiérarchie des luttes. Donc, il y avait reconnaissance de la nécessité ou de l'existence d'une lutte des sexes, pour certains, parce que pour d'autres, c'était une fin de non-recevoir, hein, mais du côté des théoriciens marxistes ou d'Engels, qui a écrit ce livre sur l'origine de la famille, donc il y avait quand même une reconnaissance et des textes importants comme Bebel sur la lutte des sexes, mais c'est toujours hiérarchisé et ça a toujours été conditionné. Il faut d'abord la révolution, il faut d'abord abolir la lutte des classes et ensuite la lutte des sexes forcément suivra. Enfin, l'abolition de la lutte des sexes suivra. Or, et donc c'était une façon aussi de délégitimer une lutte autonome des femmes, soit à l'intérieur des mouvements socialistes, soit justement à l'extérieur, ou d'essayer d'empêcher tout lien entre les luttes des femmes à l'intérieur des partis avec des luttes de femmes autonomes pour le droit des femmes, parce que justement ça renversait cette hiérarchie. Mais au-delà du blocage théorique, il y avait un blocage vraiment du sexisme de base, de comment fonctionnaient les partis, les syndicats, et de la difficulté d'admettre des femmes dans cette dynamique-là, dans cette mobilisation-là. Je crois que c'est pas tout à fait encore fini d'être résolu, cette question. Et d'arriver à comprendre qu'il puisse y avoir plusieurs pôles d'action et de revendication, qui puissent avoir une autonomie et qui puissent ensuite se rassembler sur un programme ou sur des revendications communes, c'est quelque chose qui est encore difficile en politique de toute façon. Donc voilà. Donc je ne sais plus s'il y avait une autre question. Alors, attendez, je regarde. Alors, bon, juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, l'audience pour cette séance était à 84% de femmes, déjà. Ensuite, je remonte. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément l'impression sur les problématiques de l'inceste, revient dans les médias via le féminisme, et comment articulez-vous deux? Les enfants sont-ils considérés comme des minorités? Voilà, alors ça, c'est très intéressant parce que vous savez, la première fois qu'il y a eu le numéro mis en place par Yvette Roudy au moment des dossiers de l'écran, où le numéro a pu passer, c'est la première fois qu'il y avait le collectif des femmes contre le viol, collectif féministe contre le viol, et le numéro gratuit est passé en bande pendant l'émission. Elles ont été tout à fait submergées d'appels et elles n'étaient pas très préparées, toutes ces femmes bénévoles dans ce collectif, et beaucoup d'appels de femmes victimes d'inceste et victimes dans leur enfance. Et c'est très intéressant de voir comment, historiquement, cette valorisation
valorisation des paroles de femmes dans des groupes de parole, et puis ensuite la presse, et puis ensuite des livres de témoignages, et l'importance de l'expérience vécue comme pouvant transformer des sociétés, et en tout cas libération de la parole, à libérer d'autres paroles, et notamment celle sur l'inceste, puisque, si vous voulez, en libérant la parole sur la violence sexuelle et intime et domestique, eh bien, on arrivait assez vite à cette parole sur l'inceste. Et si vous voyez cet extrait de YouTube, là, je crois que c'était justement les dossiers de l'écran, en même temps, on voit Bernard Pivot, alors je ne sais pas si c'est apostrophe ou dossier de l'écran, mais on voit cette femme... Thomas, Madame Thomas, qui est une des premières à avoir publié un livre sur ce dont elle avait été victime enfant, et les affreuses choses que les auditeurs et les gens même sur le plateau osent lui dire. Enfin, on voit qu'il y a un déni. Donc, on sent qu'il y a vraiment besoin d'un travail collectif d'une société pour comprendre des phénomènes, pour les entendre, puis ensuite pour essayer de les résoudre. Mais, donc forcément, il y a une parole tout à fait importante des féministes autour de la violence subie, qui évidemment détonnait un peu dans les années 70 par rapport à une parole de la libération de la révolution sexuelle qui trouvait que les féministes étaient vite rabat-joie. D'ailleurs, elles ont été pratiquement les seules à s'exprimer, et pas toutes d'ailleurs, mais notamment Leila Sebar, sur la pédophilie et sur, disons, alors oui, pédophilie et pas pédocriminalité, mais enfin quand même sur tout cette... voilà, ce milieu Maznev et compagnie qui valorisait le rapport sexuel avec les enfants, ou passait complètement à côté de ce que ça pouvait avoir comme impact traumatique pour les enfants eux-mêmes. Et il y a ce livre de Leila Sebar en 1980, et il y avait une assez grande... de toute façon, même ce féminisme des années 70, il est né aussi dans les milieux d'extrême gauche parce qu'elles ne trouvaient pas leur place en tant que militantes, parce qu'elles ne pouvaient pas faire entendre leurs paroles de femmes sur des problèmes spécifiques, avortement, contraception, mais aussi violence et viol, et sexualité plus généralement, et puis aussi parce qu'elles en avaient marre d'être voilà, les objets sexuels de leurs camarades. Donc il y avait aussi un vécu de rupture par rapport à... disons, à un discours ou une pratique de la liberté sexuelle qui ne correspondait pas à des besoins plus égalitaires. Il y a eu ce débat dans les milieux anarchistes à la Belle Époque aussi, où les saint-simoniennes qui reviennent sur leur position, par exemple Pauline Roland, qui était une des ardentes partisanes de l'amour libre et de ce rapport à la sexualité pour transformer la société, et puis qui en 1848 considère qu'il ne faut plus du tout mettre cette revendication à l'agenda. Parce que voilà, elle n'y croit plus du tout. Et elle reste une militante très engagée pour la Révolution, mais plus avec cette sexualité libre. Donc oui, il y a un lien, disons, sociologique et je pense que ça fait partie des apports historiques des féminismes que d'avoir valorisé cette parole, posé la question de la répression aussi. Ça leur a été beaucoup reproché au moment si vous relisez les débats sur le viol dans les années 78 et comment l'extrême gauche refuse la justice bourgeoise. Et alors, ceci dit, ça fait aussi réfléchir aux mécanismes de la justice. Mais voilà, il y avait vraiment une hostilité à la criminalisation du viol. Et donc là, je crois que les féministes ont joué un rôle important pour élargir, faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'une violence subie, le traumatisme dont on est victime, et comment faire marcher une machine judiciaire, et pourquoi la machine judiciaire est importante à mettre en route pour condamner des coupables et pour aider les victimes. Alors là, on arrive vers la fin de la séance, mais il y a encore 3 commentaires. Alors, un commentaire qui dit « Félicitations pour votre livre coécrit « Histoire des féminismes de 1789 à nos jours, ne nous libérez pas, on s'en charge », qui donne des idées pour réactiver le combat par ce temps de crise aliénant toujours les plus faibles économiquement, dont la société des femmes et en particulier des femmes mères.
La lutte politique par la rhétorique nous a certes fait gagner le droit de vote, mais nos sociétés de consommation n'ont-elles pas trop tendance à nous prendre pour leurs usines de production de consommateurs, taillables et corvéables? La meilleure solution ne serait-elle pas de faire la grève de la reproduction, ce que certains ont déjà eu l'intelligence de mettre en place? Ensuite, merci beaucoup pour votre exposé et pour toute cette séance d'échange très intéressant à propos de la précarité des femmes, voire des exemples si besoin, dans le documentaire Femmes précaires de Marcel Tria, qui est décédé en septembre 2020. Et j'ai le commentaire d'un homme qui nous dit en lettres capitales: merci, merci madame, mais quelle frustration de ne pas pouvoir vous exprimer face à face et oralement notre satisfaction, en tout cas la mienne. Bravo, un homme de la minorité des présents ce jour. Bah, écoutez, merci pour tous ces compliments et c'est vraiment très agréable de pouvoir transmettre justement toute cette histoire qui nous appartient à toutes et à tous. Voilà. Eh ben, moi, je me joins à cette parole en vous remerciant. Merci beaucoup. Je vous propose aux uns et aux autres peut-être de décrocher de réactiver vos micros, et si vous voulez applaudir Madame Rochefort, voilà, c'est le moment. Pouvoir utiliser les outils de réaction si vous voulez. En tout cas, un très très grand merci.